Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans le journal de ce mardi 8 décembre 2020, dont voici les principaux titres. Une commission composée de certains parmi le personnel du ministère burundais des Affaires étrangères sera mise sur pied pour évaluer les secteurs du pays qui bénéficieront de l'appui de l'Union européenne. Le non-respect des droits de l'homme et l'impunité règnent toujours au Burundi. Cela ressort du nouveau rapport de l'Initiative pour les droits humains au Burundi, DHB, rapport couvrant les 6 mois depuis l'ascension du président Evariste Ndayishimiye au pouvoir. Le retrait du Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU ne signifie pas que l'ONU ne pourra pas suivre la situation du Burundi via ses autres organes, avis d'Emery Pacifique Giraneza, président du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire. Tout de suite, le développement. Page coopération pour démarrer notre journal. L'Union européenne est prête à appuyer le Burundi. Une commission sera bientôt mise en place pour déterminer dans quel secteur cette aide sera apportée. C'est une décision prise à l'issue de la rencontre entre le président Evariste Ndayishimiye et le représentant de l'Union européenne, accompagné de quelques ambassadeurs européens. La rencontre a eu lieu ce lundi. Suivez Alain Diomède Nzeimana, le porte-parole adjoint du président. Ils sont venus pour qu'on discute comment on peut renouer nos relations. Ils ont eux-mêmes affirmé que cette réunion s'est déroulée dans une bonne période parce qu'il y a peu de jours que le Conseil de sécurité de l'ONU a suspendu ce que je peux appeler les sanctions qui ont été infligées contre le Burundi, et car le Burundi ne sera pas désormais à l'agenda de ce Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a ce que nous n'étions pas d'accord dans le passé, comme de bonnes relations ou aider le développement du Burundi. Nous voulons que ça change. Le président de la République les a expliqué très bien que ce que les pays de l'Union européenne veulent au Burundi, c'est ce que le Burundi veut, car c'est la fierté et la bonne vie des citoyens. Les 6 programmes que nous avons présentés lors de la cérémonie de prestation du chef de l'État, vous avez vu vous-même que le Conseil de sécurité de l'ONU a été d'accord de ce programme et sa mise en application, que ce soit à l'éducation des jeunes ainsi que des retraités. Il y aura un dialogue entre ces pays européens et le Burundi. Le ministère des Relations extérieures va mettre une commission pour suivre tous les départements qui veulent être soutenus. Donc, concernant les fonds, c'est là où M. le Président a pris le temps de remercier le gouvernement hollandais qui a aidé le Burundi depuis 2005 pour mettre en place une commission chargée de la sécurité qu'elle sera toujours être financée. Alain Diomède Nzeimana, le porte-parole adjoint du président de la République du Burundi. Les 6 mois du régime d'Evariste Ndayishimiye marquent la persistance de violations graves des droits de l'homme sous plusieurs formes et une impunité sans nom. Cela est contenu dans un rapport publié ce mardi par l'organisation Initiative des droits humains pour le Burundi. Karina Tertsakian, chercheur sur le Burundi, décrit une situation qui a peu de chances de changement parce que l'administration du nouveau régime est composée par des personnalités qui ont commis des violations graves des droits humains. Suivez Karina Tertsakian. À partir du mois d'août et de septembre, la répression du gouvernement s'est également intensifiée suite à une série d'attaques meurtrières, dans certains cas par des groupes armés de l'opposition. Suite à ces attaques, il y a eu des vagues d'arrestations arbitraires. Beaucoup de personnes ont été accusées d'être des collaborateurs de ces groupes armés, mais souvent sans preuve. Il y a eu aussi une recrudescence de cas de mauvais traitement, de torture et même d'exécution extrajudiciaire de certains présumés collaborateurs de ces groupes armés ou des assaillants eux-mêmes. Ce sont les Imbonerakure, mais aussi les agents de la police et du service de renseignement qui ont été impliqués dans ces violations. Certaines personnes qu'il a placées dans des postes importants dans son gouvernement ne partagent pas forcément ces principes. Je parle notamment du Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni, ancien ministre de la Sécurité publique, pendant une période, ou 2 périodes même, puisqu'il a occupé ce poste 2 fois, où la police a commis de très graves violations, y compris des exécutions extrajudiciaires et des actes de torture extrêmement violents envers des opposants depuis 2015. L'autre autorité que nous citons dans notre rapport
et dont nous retraçons le passé. C'est Gervais Dirakobucha, l'actuel ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, qui, lui aussi, dans les différents postes qu'il a occupés à la police, au service de renseignement et à la présidence, a participé directement dans des crimes graves, y compris des meurtres et des actes de torture. Donc nous décrivons le passé de ces personnes avec des exemples concrets dans ce rapport. Et nous nous posons la question vraiment de savoir comment peut-on s'attendre à ce qu'il y ait de vraies réformes concrètes et durables dans le domaine des droits de l'homme, tant que des personnes avec un tel passé occupent des postes de responsabilité. Karina Tertsakian, chercheur sur le Burundi au sein de l'IDHB. Malgré que le Burundi ait été retiré sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, Emery Pacifique Igiraneza, président du MAP Burundi Buhire, fait savoir que cela ne signifie pas que le Burundi sera ignoré. Emery Pacifique Igiraneza indique également que l'ONU dispose de beaucoup d'organes. Cette organisation pourra alors continuer à suivre la situation du Burundi, notamment à travers la commission d'enquête sur le Burundi. Même si le Conseil des Nations Unies, qui est en charge de la sécurité, n'a pas, pour le moment, ne mettra pas sur l'agenda le cas du Burundi. En tout cas, nous savons qu'ils ont en tout cas mandaté pour une autre fois la commission d'enquête sur le Burundi. Et cette commission est en train de travailler et elle va toujours donner des rapports au secrétariat et à ce conseil même de sécurité. Donc, pour te dire que, en tout cas, c'est une façon en diplomatie de satisfaire tout le monde. En tout cas, ça se fait beaucoup, surtout avec les Nations Unies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, les gens qui connaissent très bien la sécurité du Burundi sont bien les Burundais. Nous, les Burundais. Ce sont les Burundais qui voient leur sécurité, en tout cas, endommagée chaque fois. Et ce sont eux qui doivent prendre la première initiative pour dire à haute voix et à tout le monde ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est dans cette logique que MAP Burundi Buhire a préparé une campagne pour, en tout cas, montrer au reste du monde qu'au Burundi, en tout cas, il n'y a pas la sécurité, que plutôt ce qui se trame est vraiment très dangereux pour la nation, qu'il y a même risque de génocide. Donc, en bref, le Conseil de sécurité n'aura chaque fois qu'il se réunit, le Burundi à l'agenda, mais les Nations Unies ont toujours la sécurité du Burundi sur l'agenda parce qu'il y a une commission d'enquête qui travaille 24 heures sur 24 pour suivre ce qui se passe au Burundi et pour donner rapport à ce conseil, mais aussi au secrétariat des Nations Unies. Emery Pacifique Igiraneza s'est entretenu avec notre confrère Denis Ndaïkengurukiye. Vu la situation incertaine des droits de l'homme au Burundi, l'initiative des droits humains pour le Burundi IDHB regrette la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a retiré de son agenda le Burundi. Karina Tertsakian dit qu'il faut continuer à chercher d'autres canaux pour contraindre les autorités burundaises à respecter les droits humains. Karina Tertsakian et les chercheurs sur le Burundi au sein de l'organisation IDHB. Est une décision regrettable et bien entendu qui donne un signal très négatif en termes de l'attitude de la communauté internationale envers le Burundi d'une façon générale. Il faut avouer que même depuis les années que le Burundi figure à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, il y a eu très peu d'impact. Le Conseil de sécurité n'a pratiquement rien fait depuis plusieurs années pour vraiment faire face aux violations graves des droits humains au Burundi. En fait, l'aspect des droits humains a été relégué à l'arrière-plan et ça se voit d'ailleurs dans la déclaration présidentielle qui est sortie récemment du Conseil de sécurité, qui parle de progrès au Burundi, qui parle d'une nouvelle phase, alors que la situation des droits humains telle qu'elle se présente aujourd'hui au Burundi
On remarque très peu de progrès. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'une nouvelle phase, puisque c'est la continuité. Ce sont les mêmes tendances, les mêmes types de violations qui durent depuis plusieurs années et qui ont caractérisé d'ailleurs l'ère du président Nkurunziza. Donc oui, c'est dommage que le Conseil de sécurité ait décidé de lâcher, entre guillemets, le Burundi. Mais je pense qu'il ne fallait pas attendre grand-chose d'ailleurs de ce côté-là et que nous devons maintenant trouver d'autres canaux, d'autres moyens de pression pour faire comprendre au gouvernement burundais l'intérêt et l'importance de mettre en place des réformes concrètes et durables dans le domaine des droits humains. Il existe effectivement dans le code pénal burundais, c'est la loi numéro 1/27 du 29 décembre 2017, qui en son sein réprimande les actes de violence basés sur le genre, mais aussi les violences à l'égard des femmes. L'article 558 parle sur les violences domestiques et l'article 559 aussi, il parle sur les violences à l'encontre des femmes. L'article 560 et suivant, il parle des violences domestiques, il parle des viols. Le même code, il garde une certaine... L'article 580 du code pénal burundais, il punit entre 20 et 30 ans et d'une amende de 50 000 francs burundais lorsque le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, lorsque l'auteur est porteur d'une arme. La plupart des victimes de violences sexuelles ignorent de quoi elles sont réellement victimes, un facteur qui participe à l'absence de justice en leur faveur. Pour Chantal Ouambazamalia, experte dans la prévention des violations basées sur le genre, il est primordial pour les gens de connaître les différentes formes de violence afin de savoir comment s'en prémunir. ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni igikorwa icyo ari cyo cyose gikorerwa umuntu atabishaka kandi iki gikorwa kikaza kumugiraho ingaruka. Une violence sexuelle est toute violence qu'une personne subit sans consentement avec des conséquences physiques, psychologiques et même économiques. C'est une réalité que nous constatons chaque jour et comme vous le savez, les violences sexuelles sont liées à la violation des droits humains. Cette violence revêt plusieurs formes que je peux synthétiser en 4 types. La première est relative au sexe, mais c'est aussi lié à beaucoup de choses. D'abord, le viol ou les rapports sexuels forcés. Il y a les attouchements sur certaines parties du corps. Vous savez, le corps d'une femme appartient à la femme, mais il y a des femmes qui subissent ce type de viol de la part des hommes. Il y a aussi une violence liée aux abus psychologiques, et là c'est quand une femme ou une fille et même un garçon, voire même un homme, parce qu'ils en sont aussi victimes. C'est donc quand ils font l'objet de l'humiliation au domicile, de dévalorisation, cela arrive souvent aux femmes comme aux hommes. Mais il y a aussi la violence économique. Vous savez bien que lorsque 2 personnes se sont mariées, les biens qu'ils ont leur revient à tous les deux. Mais souvent, on remarque que l'un des conjoints prend seul des décisions sur les biens sans aviser l'autre. Il peut vendre la maison ou interdire à l'autre l'accès aux biens. Il y a aussi la violence physique. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont victimes, mais je parlerai uniquement des femmes et des filles. Quand nous nous basons sur les statistiques officielles, beaucoup de femmes sont battues. Cela est une violence sexuelle parce que chaque être humain a le droit de vivre et de vivre dignement. N'abantu batandukanye n'inzego zitandukanye abagore benshi bakorerwa ihohoterwa ryo gukubita kandi ibyo nacyo ni ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuko umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kubaho kandi akabaho neza. Chantal Ouambazamalia participait dans un atelier de sensibilisation des femmes réfugiées sur les lois qui les protègent. L'atelier avait été organisé par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. C'était dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes.
Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 414 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jida Delimana ont été arrêtés à Musigati le 22 octobre de l'an dernier et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et hors de nos frontières, le ministre d'État en charge de la communauté de l'Afrique de l'Est au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale au Rwanda a reçu ce lundi une représentation des rapatriés d'ascendance africaine des États-Unis et d'autres régions du monde. Leur souhait, s'installer au Rwanda, y travailler et faire du Rwanda leur maison. Bertrand Gendakurio pour plus de précisions. La discrimination raciale à l'encontre des Noirs vivant aux États-Unis d'Amérique les a poussés à chercher des moyens de retourner en Afrique où ils peuvent jouir de l'égalité des droits et de l'amour inconditionnel. La décision n'a pas été prise seulement par des Noirs aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays du monde comme le Canada, l'Angleterre et les Caraïbes. La majorité attribue la décision d'abandonner les anciens pays à une discrimination raciale à leur encontre. Marsha Favis est née en Californie aux États-Unis. Elle a quitté son pays et vit actuellement au Rwanda avec ses enfants. We never got a chance to really know who we are, where we come from, to be amongst our own people. Nous n'avons pas eu la chance de nous identifier correctement. Notre origine est de vivre avec nos communautés natales. Il y a une éducation abusive pour nos enfants à l'étranger. On ne nous apprend pas que les Noirs sont capables, mais plutôt on nous enseigne que seuls les Blancs le sont. Au contraire, nous avons le droit de réaliser nos aspirations ici avec la présence de modèles comme le président Paul Kagame, dont nos enfants peuvent apprendre. Le président ici est une personne noire, des ministres aussi. Tout le monde ressemble à mon fils. En s'installant ici, il ne sera pas un homme noir, mais juste un homme. Je suis ici une femme, pas une femme noire. Here, he won't be a black man, he's just a man. Here I'm a woman. I'm not a black woman. I'm just a woman. Marsha Favi partage des ambitions similaires avec Immaculée Okofu. Surnommée Mama One Africa, Okofu est née à New York, aux États-Unis. In USA? Yeah. No, because if I did, I would have stayed there. Je ne me suis jamais sentie à l'aise pendant mon séjour aux États-Unis. J'ai fui les États-Unis en 1990 à cause de la discrimination raciale et du fait de ne pas jouir l'égalité des droits comme les autres ressortissants. Je n'étais pas disposée à venir en Afrique avant, à cause de mauvaises choses à propos de l'Afrique. Je l'ai regretté au moment où j'ai visité le Ghana pour trouver une réalité différente. Je serais venue avant. Je sais plusieurs d'entre vous souhaiteraient partir aux États-Unis. Partez et revenez faire de ce qu'il y a de mieux. Ce qui est dommage, certains d'entre vous, si vous partez en Amérique, vous ne revenez pas dire à vos frères laissés dans votre pays la réalité de votre vie quotidienne là-bas. Tell people back here how you struggled. Lors de cette rencontre, certains des rapatriés étaient avec des enfants. Ella Jackson est la fille d'Helen Jackson et de Michelle Jackson. La famille a pris la décision finale de s'installer au Rwanda. Nous avons passé 4 mois ici au Rwanda. C'est un endroit meilleur, soigné et bien organisé et avec des gens gentils. En effet, tout ici est extrêmement incroyable. J'ai de nouveaux amis et je me familiarise progressivement avec l'environnement. J'aime surtout visiter Nyamirambo lorsque nous faisons du shopping. Oh, maybe Nyamirambo. Nyamirambo for shopping. Oh my God. Le Rwanda fait partie des autres pays africains où les gens expriment leur volonté de rester. À ce jour, le ministère des Affaires étrangères du Rwanda fait état de plus de 100 rapatriés qui ont visité le pays et ont exprimé leur volonté de rester. Le professeur Joti Manasseh, ministre des Relations extérieures, a promis tout le soutien nécessaire aux rapatriés pour obtenir des documents d'identité et atteindre leurs objectifs au Rwanda. Merci à Bertrand Ngendakurio et place au mini-magazine au cœur de la société avant de clore notre journal. Ce numéro nous parle de la lutte contre le VIH-Sida au Burundi, surtout au niveau des nouvelles naissances. Émile Nibasumba à la présentation. Plus de 70 000 personnes ont été testées positives au VIH-Sida sur tout le territoire burundais jusqu'ici. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida indique que c'est 81% des chiffres attendus.
Au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le Burundi est par positive. Est-il possible de trouver la solution à ce problème? C'est le sujet que nous allons aborder tout à l'heure dans ce mini-magazine au cœur de la société. Nous sommes le 5 décembre 2020. C'est Émile Nibasumba à la présentation. Soyez les bienvenus. C'était ce 1er décembre lorsque le Burundi s'est joint au monde entier pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre le sida. Les cérémonies nationales se sont déroulées dans la province Kayanza et le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est dit satisfait du pas franchi. En 2010, au Burundi, le taux de prévalence du VIH dans la population générale était de 6%. Le gouvernement, ses partenaires, ainsi que les associations de lutte contre le sida, nous avons travaillé ensemble jusqu'à atteindre un taux de prévalence de 0,9% en 2017. Ce pas franchi ne peut pas nous distraire parce que notre ambition est d'arriver à un taux de prévalence du VIH de 0%. Pour le progrès qui nous reste à atteindre, vous comprenez qu'ensemble nous en sommes capables. C'est Thierry Bigirindavi de la télévision Renaissance qui a fait la traduction en français des propos du ministre Tade Ndikumana. Même si le pas franchi est important, il s'observe encore les enfants qui naissent avec le virus d'immunodéficience humaine dans le pays. Répondant aux questions de Bertrand Gendakuriyo de la radio Inzamba, la présidente de l'Association nationale de soutien aux personnes vivant avec le VIH et aux malades du sida, Jeanne Gapia, blâme les parents de ces enfants. J'aime dire que j'ai contaminé mon bébé, dit Bertrand. C'était la période où on n'avait aucune information. C'était la période où il n'y avait pas d'ARV. Donc je ne me culpabilise pas du tout. Je n'ai pas été responsable. J'ai été victime de l'ignorance. Mais aujourd'hui, les parents qui contaminent leurs enfants, ayant toutes les informations que nous essayons de donner, ils n'ont pas d'excuses. J'ai même envie de dire qui sont coupables. Aujourd'hui, j'aimerais prendre cette occasion pour interpeller toute personne qui prend la décision de se marier, de prendre cette précaution de se faire dépister au départ, même au départ, avant même les relations. Et surtout, j'interpelle les femmes à l'âge de procréer, de chaque fois, se faire dépister lorsqu'elle tombe enceinte, et de préférence avant 3 mois. Je voudrais demander aux hommes qui, pour des questions de fierté, poussent leurs femmes, même lorsqu'elles sont malades, même lorsque les femmes ont une charge virale détectable, qui poussent leurs femmes à tomber enceinte pour faire bonne image envers leurs parents, d'arrêter ça. Parce que je ne pense pas que ça soit nécessaire de faire semblant d'être bien portant en mettant en danger sa femme et son enfant. La pionnière burundaise dans la lutte contre le VIH-Sida conseille donc aux parents de faire un dépistage à temps pour pouvoir éviter la contamination de l'enfant au VIH. Merci à Émile Nibasumba. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.